Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle filmographie de réalisateurs. Il y a déjà sorti 4, une sur Peter Jackson, une sur Christopher Nolan, une sur Quentin Tarantino et une sur James Cameron. Donc n'hésitez pas à aller les voir après. Le concept est très simple, présenter la filmographie complète d'un réalisateur et après de vous donner mon classement de tous ses films. Et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire avec un réalisateur que j'aime beaucoup mais qui n'est pas spécialement connu, en tout cas hors cinéphile. Je parle de Guillermo del Toro qui est un réalisateur mexicain et qui surfe plus sur la vague du ciné ces derniers temps. Guillermo del Toro a réalisé jusqu'à présent 10 films, un 11e est prévu, c'est le film Pinocchio. Pour l'instant il a 10 films et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est parti. C'est en 1993 que Guillermo del Toro commence sa carrière de réalisateur avec le film mexicain du coup Chronos. Ça raconte l'histoire d'un antiquaire qui un jour dans sa boutique découvre un scarabée en or doté d'une molette. En la faisant tourner, l'antiquaire va libérer une force inconnue qu'un alchimiste avait fait rentrer dans le scarabée au XIVe siècle. Voilà. En 1997, soit 4 ans plus tard, c'est un film américain que Guillermo del Toro réalise, le film Mimic. 3 ans après avoir trouvé le remède contre une maladie super grave causée par des insectes, 2 médecins se rendent compte qu'ils ont, à cause de ça, créé une nouvelle espèce d'insecte mutante, dotée d'un système de camouflage et d'une taille humaine, et ils vont vite se rendre compte que ces animaux n'aiment pas trop les humains. En 2001, Guillermo del Toro réalise le film hispano-mexicain L'échine du diable. Durant la guerre civile espagnole, un jeune garçon nommé Carlos est envoyé dans un établissement catholique pour orphelins. Peu après, il découvrira dans le sous-sol de ce fameux établissement le fantôme d'un ancien pensionnaire de cet établissement qui a mystérieusement disparu. Un an plus tard, Guillermo del Toro réalise le deuxième film d'une trilogie à succès Marvel de super-héros, la trilogie Blade, donc il réalise Blade 2. On y suit donc la suite des aventures de Blade, un mi-homme mi-vampire qui s'est juré d'exterminer tous les vampires qui ont tué sa mère et l'ont contaminé. Guillermo del Toro réalise 2 ans plus tard, en 2004, le film américain Hellboy, donc encore une adaptation de comics, pas Marvel cette fois. Sauvé par le docteur Broom, le petit démon Hellboy est élevé comme un humain avec une particularité, c'est qu'il est quand même élevé pour vaincre les forces du mal, pour combattre les forces du mal. Devenu adulte, Hellboy va devoir maintenant faire ses preuves. 2 ans plus tard, en 2006, il réalise 2 films très connus d'ailleurs, un de ses plus connus, peut-être même son plus connu, Le Labyrinthe de Pan. En 1944, une jeune fille, Ophélia, découvre près de la maison familiale un labyrinthe. Elle y rencontrera le dieu Pan, un faune, un satyre, ça dépend de la mythologie, qui lui apprendra qu'elle est en fait la réincarnation d'une princesse disparue d'un royaume magique. Pour connaître la vérité, Ophélia va devoir accomplir 3 tâches que lui donneront le faune, 3 tâches pas très simple, on va pas se mentir. En 2008, Guillermo del Toro revient pour Hellboy 2, les Légions d'Or maudites. C'est donc la suite des aventures de Hellboy après que la légende du royaume magique, plus précisément du royaume des elfes, soit devenue réalité. En 2013, il réalise le film d'action Pacific Rim. Une horde de créatures monstrueuses venues d'ailleurs, les kaiju, ont déclenché une guerre qui a déjà fait des millions de morts. Pour les combattre, une armée de gigantesques robots, les Jaeger, ont été mises au point. Alors que la défaite paraît inéluctable, les forces armées ont besoin de 2 personnes absolument. Un ancien pilote et une jeune femme qui maintenant représentent le dernier espoir de l'humanité face à une apocalypse imminente. Il y a 5 ans, donc en 2015, Guillermo del Toro réalisait le film Crimson Peak. On y suit l'histoire de Edith Cushing, une romancière qui vit à New York avec son père. Elle possède le don de communiquer avec les morts et reçoit un message de sa mère morte il y a plusieurs années maintenant, le fantôme de sa mère qui lui dit de faire attention à Crimson Peak. Pour l'instant, le dernier film de Guillermo del Toro est son plus gros succès et sûrement son film le plus connu ou le deuxième plus connu, et il est sorti en 2017. C'est le film La forme de l'eau. Employée dans un laboratoire ultra secret, Eliza mène une vie isolée, étant muette. Sa vie bascule à jamais quand elle découvre une expérience encore plus secrète que les autres dans ce fameux laboratoire, à savoir un homme amphibien avec qui elle va créer des liens. Voilà, j'en ai fini pour la filmographie. On passe maintenant à mon classement de ces films. Précise avant toute chose que c'est un classement 100% subjectif. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis Blade 2 en dernière place, en 10e place. C'est pour la simple et bonne raison que je ne l'ai jamais vu et je ne compte pas le voir. Ayant tenté récemment le premier film et ne l'ayant jamais terminé tellement que c'était une catastrophe à mes yeux, je n'ai jamais voulu voir le 2, je n'ai jamais d'ailleurs voulu terminer le premier. Vous avez le droit d'aimer, mais voilà, perso c'est pas mon cas, donc je mets Blade 2 en dernière position, mais voilà, on va plutôt dire qu'il n'est pas vraiment dans le classement étant donné que je ne l'ai jamais vu, je ne peux donc pas juger la qualité de ce film. Commençons donc avec la 9e place avec le film Mimic. Mimic, c'est donc le 2e film de Guillermo del Toro, un film américain qui raconte du coup ces fameuses histoires avec les cafards géants, je sais pas quoi là. C'est assez original, j'avoue, le fait de voilà, créer une maladie avec les cafards, puis enfin des insectes, puis les rendre énormes. Bon, c'est bizarre, mais c'est du Del Toro, hein, des monstres comme ça dans les films de Del Toro, pardon, c'est pas ce qui manque. Ce qui est gênant évidemment, c'est la manière dont c'est fait, c'est la réalisation
qu'à l'époque enfin voilà, Del Toro à l'époque n'était pas forcément un très bon réalisateur. Enfin en tout cas il n'était pas le réalisateur de maintenant, ça c'est clair et net. Visuellement c'est pas le top du top, hein, les cafards géants sont plutôt mal faits, les acteurs sont pas mal mais c'est tout. Donc c'est un bon divertissement, c'est pas un film que je verrai tous les ans, mais voilà, ça reste un bon divertissement, c'est regardable, c'est pas catastrophique, mais c'est clairement son moins bon. Donc sans surprise, à la 8ème place, j'ai mis son tout premier film, Chronos. Chronos, pareil, c'est une histoire assez originale de Del Toro, donc original plus surnaturel, monstre, etc. Donc fantastique, hein, tout simplement. Ce film est quand même plutôt lent, on va pas se mentir, hein, le rythme est vraiment pas dingue, on se fait vite chier. C'est un film que je vous recommande si vous avez déjà vu des films de Del Toro, que ce soit Pacific Rim, Crimson Peak, La Forme de l'eau, etc. C'est pour voir voilà, d'où vient ce réalisateur, enfin d'où vient son premier film. C'est toujours intéressant de voir le premier film des réalisateurs, donc ça reste un bon divertissement. Encore une fois, c'est un film pas mauvais, mais voilà, c'est clairement pas le Del Toro de maintenant, hein, ça c'est clair et net. Et on sent également un manque de budget, c'est un film mexicain, le cinéma mexicain n'a jamais été réputé, c'est le premier film de Del Toro, donc à l'époque il n'était pas reconnu, donc évidemment que pas beaucoup de gens ont financé ce film. Il y a quand même Ron Perlman, il me semble, dans ce film, qui est quand même un grand acteur. Il a fait beaucoup de films avec Del Toro, il me semble qu'il en a fait 7 sur les 10 quand même. Restons dans ces vieux films. À la 7ème place, j'ai décidé de mettre L'Échine du Diable. De très bons acteurs, c'est vrai que c'était une grande surprise en sachant que c'est un film espagnol, donc le casting est espagnol, tout se passe en Espagne, donc voilà, assez surpris en sachant que voilà, le cinéma espagnol n'est pas très reconnu non plus, hein, c'est comme le cinéma mexicain. L'histoire est très divertissante, on va pas se mentir, hein, le fait que ce gamin Carlos découvre dans le sous-sol de l'établissement dans lequel il vient d'arriver un fantôme qui est du coup un ancien pensionnaire de cet établissement, c'est très cool, enfin oui, c'est vraiment génial je trouve. C'est un film d'horreur qui fait pas très peur quand même, on va pas se mentir, il y a un manque de budget aussi, le côté horreur marche pas très bien, et la fin est en ce qui me concerne plutôt décevante aussi, donc voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai mis à cette place et pas plus haut, mais ça reste un film que je vous recommande vraiment, c'est un excellent film, enfin excellent, c'est un très bon film. Et voilà, c'était déjà du bon Del Toro à cette époque. Le suspense commence du coup maintenant. À la 7ème place, m'en voulez pas, j'ai mis Hellboy. Hellboy, très bon film, très bonne adaptation de comics. Alors le début m'a vraiment laissé sur ma faim, j'ai envie de dire. Le début, ça faisait très peur, hein. Hellboy était terriblement mal fait, et d'ailleurs dans tout le film il est extrêmement mal fait. D'ailleurs tout est mal fait, les costumes, les maquillages, c'est horrible. Après si on le compare avec le nouveau Hellboy, vous allez me dire, est-ce que pour un film comme Hellboy c'est plus important l'esthétique ou le scénario? Évidemment le plus important c'est le scénario, et c'est pour ça que la version de Del Toro est bien meilleure que la nouvelle version de 2017 avec David Harbour. Les personnages sont assez cool je trouve, le casting est très intéressant. Ron Perlman, voilà, je vais beaucoup parler de Ron Perlman dans cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, il a fait 7 films avec Del Toro, c'est vraiment son acteur le plus récurrent et il est très bon, c'est un acteur que je trouve excellent, et dans Hellboy il est très bon, c'est l'acteur qui joue Hellboy. Et évidemment Hellboy c'est un personnage absolument génial, très drôle, très charismatique, j'adore, franchement c'est un des personnages de comics que je préfère. On va pas trop se mouiller pour le film d'après, évidemment à la 5ème place j'ai mis Hellboy 2, les Légions d'or maudites. Comme beaucoup de gens je trouve ce film meilleur que le premier, même si c'est vrai qu'il se ressemble un petit peu, bon, c'est meilleur mais c'est léger quand même. Il s'améliore de ouf au niveau visuel, Hellboy est pas méga bien fait non plus, il est pas vraiment super bien fait comme David Harbour par exemple, mais voilà, ça reste bien meilleur que le premier film, et pareil pour AB, pour les autres monstres. On introduit le prince Nuada, le prince des elfes dans ce film, avec qui on a des scènes d'action vraiment super bien faites, je trouve, vraiment très divertissantes. Le casting encore une fois génial, Ron Perlman est vraiment parfait pour ce rôle, je l'ai déjà dit tantôt, mais là c'est vraiment parfaitement, sans vouloir être méchant, il a le physique pour, voilà, il est très bon, il a la voix pour, enfin bref, c'est le Hellboy parfait, franchement. Le truc qui m'a gêné, c'est le scénario, c'est vraiment du vu et revu, hein, une armée qui vient de l'Égypte antique, voilà, qui revient dans le monde de maintenant, et qui, enfin, voilà. On a déjà vu ça dans plein de films, et à la fin c'est chiant, le scénario est pas très original, c'est vrai, j'en aurais aimé plus, mais le film reste meilleur que le premier. À la 4ème place, restons sérieux, j'ai mis Crimson Peak. J'étais assez hype par le film, déjà par le casting, Jessica Chastain, Tommy Hiddleston, voilà, Charlie Hunnam, franchement cool. Très bon casting d'ailleurs, hein, ils sont très bons dans le film. C'est vrai que le film est très lent quand même, hein, il n'y a pas vraiment d'intrigue proprement dite, en tout cas elle est très subtile, elle est très profonde j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut se faire chier. Après ça reste un excellent film, tu prends l'ambiance du film, elle est juste dingue, elle est très bien faite, voilà, digne d'un Del Toro, hein, encore une fois. Visuellement c'est très efficace, les décors, les costumes, tout ce que vous voulez, les maquillages, tout ce que vous voulez,
c'est très bien fait aussi, c'est génial. Les personnages, je les trouve super bien écrits, très intéressants, très attachants aussi. Celui de Tom Hiddleston, il est génial. Celui de Wasikowska, c'est ça le nom de l'actrice, je me souviens plus, génial aussi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que mon top 3, c'est clairement le top 3 de tout le monde. Je vais peut-être en énerver certains, mais à la troisième place, j'ai mis Le Labyrinthe de Pan. C'est un film que je pourrais qualifier comme un chef-d'œuvre, hein. Les trois derniers films, enfin les trois films qui sont, mon top 3 en fait des films de Del Toro, c'est les seuls films de Del Toro que je pourrais considérer comme des chefs-d'œuvre. 3 c'est quand même beaucoup, sur 10 ça fait quand même un tiers de ta carrière qui sont des chefs-d'œuvre. C'est un film original parce qu'il arrive quand même à mélanger, à prendre un film avec un côté féerique, ce qui était s'il n'avait jamais fait. Et évidemment il y a mis sa touche, c'est-à-dire des monstres, de l'épouvante, du fantastique, etc. Enfin, le fantastique était déjà là, mais fantastique épouvante. Donc on a un mélange d'ogres, de fées, etc. et d'épouvante, et c'est génial, on va pas se mentir. Je pense pas que ce soit un blockbuster, hein. Je pense que le budget était quand même assez restreint, même s'il y a quand même pas mal d'ambition. Je trouve quand même que pour l'époque 2006, c'est quand même magnifiquement bien fait. La fin est parfaite, on s'y attend pas du tout, c'est vraiment la fin que j'espérais, enfin... C'est vrai, une fin que j'espérais parce que il fallait pas finir sur un happy ending. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes de rythme de temps en temps. On passe souvent de scènes ouf à scènes nulles, c'est vrai. Mais bordel, c'est quand même un film de ouf. Franchement, si vous voulez vous intéresser à la filmographie de Guillermo del Toro, commencez par ce film. À la deuxième place, j'ai mis son film le plus récent, le film pour lequel il a été oscarisé, La Forme de l'eau. C'est le film qui a le plus cartonné de Guillermo del Toro, c'est celui qui l'a fait vraiment connaître au grand public. Quand je dis grand public, je parle de tout le monde, pas forcément des cinéphiles. 4 Oscars, meilleur réalisateur, meilleur film, donc les deux plus gros. Meilleure musique et meilleur décor. Franchement, il les mérite tous, il en mérite même d'autres. L'histoire, elle est dingue, elle est émouvante, elle est poignante, elle est tout ce que vous voulez. J'ai même cru que ça sortait d'un livre, parce qu'à l'heure actuelle, des films comme ça, on n'en fait plus, à part des adaptations de livres. Et en fait, non. Donc, le film est magnifique en termes de valeur, en termes de morale, d'éthique, etc., ce que vous voulez. Il l'est également visuellement. L'homme amphibien, il est super bien fait. D'ailleurs, l'acteur qui joue l'homme amphibien, il a fait aussi pas mal de films avec Del Toro. Il a joué Abe dans Hellboy, il a joué l'ogre et Pan dans Le Labyrinthe de Pan. Très bon acteur, je trouve. La photographie, elle est juste waouh. Rien qu'à voir l'affiche, vous savez que la photographie est waouh. Le point négatif du film, c'est les personnages qui sont pas ouf, à part celui d'Eliza et le méchant, interprété par le général Zod. Non, à part ces deux-là, franchement, les personnages, on s'en fout, quoi. Franchement, on s'en fiche. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de tous, à part Eliza. Vous l'aurez donc compris, à la première place, j'ai décidé de mettre Pacific Rim. J'ai vu ce film pour la première fois il y a pas très longtemps, c'est même assez récemment quand même, j'avais jamais vu, il m'intéressait quand même. Et putain, quelle claque je me suis prise. C'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu de ma vie, peut-être même le meilleur, je sais pas. Visuellement c'est dingue, la réalisation est parfaite, les effets visuels dignes d'un... Mais c'est même pas digne en fait, c'est le climax, c'est le number one en fait au niveau des effets visuels, t'as pas mieux. Il se passe toujours quelque chose, les scènes d'action elles sont incroyables, elles sont divertissantes, elles sont tout ce que vous voulez, franchement c'est un film dingue. On pourrait croire que les personnages pourraient être moins bons et pourraient enlever un petit côté au film, et ben non, ils sont tous intéressants, franchement, surtout celui d'Idris Elba. D'ailleurs il y a eu un spin-off, une suite, un préquel sur le personnage d'Idris Elba interprété par John Boyega qu'on a vu dans Star Wars. Pour parler d'Idris Elba, évidemment le casting est bon, Charlie Hunnam, Idris Elba et tous les autres, franchement très très bon casting, film parfait, franchement, je n'ai pas trouvé de défaut, 10 sur 10. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à trop solaire, vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour le 3e épisode de mon format de vidéo Pourquoi j'aime. D'ici là je vous dis à très bientôt, salut.